Alright, bienvenue à Level Up, ton nouveau podcast geek. Alors, une nouveauté qu'on vous amène, épisode 1. Je me présente, Antoine Rivard-Nolin, alias Détective Nolin. Et je suis avec... Joe Côté, a.k.a. Joe Coco, mon cher Antoine. Alors voilà, on vous explique un peu. On a un nouveau podcast qui va en fait aborder des sujets geeks qui nous intéressent. Ce sera varié. On a envie de partager avec vous des choses qu'on trouve le fun et qu'on veut démocratiser, des choses qui sont parfois un peu nichées. Ouais, c'est ça, parce que le geekness, en fait, ça s'adresse à tout le monde, on va se le dire. Surtout que c'est rendu hyper pop avec Star Wars, avec Harry Potter. Oui, puis le e-sports qui prend de plus en plus de place. Alors, on va, au fil de la saison, sur une dizaine d'épisodes, parcourir différents sujets qu'on trouve le fun, qu'on a envie de partager avec vous, avec des intervenants, des gens qui vont venir parler des sujets précis. Notamment le grandeur nature, on a un spécialiste de films d'horreur, on va parler de e-sports aussi. Épisode aujourd'hui spécial sur Magic the Gathering. Beau prétexte avec le festival FMM qui s'en vient au centre des congrès. Week-end du 22, 23, 24 mars. Alors, Festival Magic qui en sera à sa 3e édition et qui comportera également du D&D, Donjon Dragon. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un épisode qui sera plus spécifiquement Magic. On va avoir 2 intervenants pour vous aujourd'hui. D'abord, Olivier Goulet-Lafont qui va venir vous parler du jeu comme tel, jeu de cartes qui a été créé il y a en 93, en fait. Ouais c'est ça. On est à la 26e saison, en fait. Jeu de cartes qui a évolué à travers le temps, qui continue de se développer, qui maintenant, d'ailleurs, a atteint le jeu électronique d'une manière plus grande avec Magic Arena qui est sorti en bêta il y a de cela presque 6 mois, je pense. On parle de l'automne 2019. Exactement, 6 mois, ouais. Alors, Oli va venir d'abord nous parler du format, en quoi ça consiste jouer à Magic, quelles sont les règles. Donc pour les on va visiter les bases de Magic avec Oli Goulet-Lafont. Qui sera d'ailleurs peut-être un chroniqueur récurrent pour venir nous parler de l'évolution du jeu, parce que c'est un jeu qui est en constante mouvance. Exactement. Et deuxième partie invité de l'émission, oui, on va avoir Guillaume Garand-Rousseau qui va venir nous parler du FMM plus précisément, donc le festival, et de sa boutique L'Expédition qui a pignon sur rue sur Saint-Hubert. Alors voilà, il va venir nous jaser de ce qui nous attend au festival, de la boutique et de tout ce qui nous attend pour ce beau week-end. Alors tout le monde, bienvenue. C'est un départ pour Level Up! Première chronique Magic avec Olivier, a.k.a. Gouffon. Salut Oli. Salut les gars. Alors, Oli va venir de temps en temps ponctuer notre show quand il y aura des événements Magic qui vont avoir lieu dans la sphère mondiale et maintenant Internet parce que Magic est passé au monde sur le web. Alors, compétitionné Hearthstone. Alors, Oli, écoute, lance-toi. C'est la première fois qu'on va t'entendre à l'émission. Alors, on t'écoute. En fait, les gars, moi, je voulais savoir en premier, c'était quoi votre relation avec les cartes Magic, hein? C'est quoi? Qu'est-ce que vous connaissez des cartes Magic? Ouais, c'est bon. Là, Ali, tu m'as toi-même mis au monde par rapport à la carte Magic. C'est la même chose pour moi. Pour Antoine. C'est-tu vrai? Oui. Ouais, moi, Ali m'a initié il y a 1 an. En fait, je savais pas que j'avais 1000 $ en trop dans mon portefeuille. Que j'ai savamment investi depuis 1 an et demi. Fais pas peur à nos auditeurs, Antoine, parce qu'il y a moyen de jouer aux cartes Magic à petit prix. À low budget, mais ouais. Ouais, mais ça, c'est mon problème à moi. Voilà. C'est moi qui a du mal à gérer mes finances. Ouais, exact, c'est ça. OK, mais à part, mettons, le jeu, est-ce que vous en connaissez un peu sur l'histoire des cartes Magic, sur comment ça a commencé, depuis quand que ça existe? Ça fait un bout, ça existe quand même, là. Ça fait... En fait, ça a été créé en 1993, fait que ça fait, mine de rien, 25 ans l'an dernier que ça a été créé. Il y a même une série de cartes Magic pour commémorer. Non, vous avez pour commémorer l'événement. 25 ans l'année dernière. Exactement. Donc 26 cette année. C'est ça, on peut être jour. Il y a eu combien de séries depuis, en fait, au total? J'en ai aucune idée, mais je peux te dire combien il y a de cartes différentes qui ont été créées. En fait, il existe 18 000 cartes Magic différentes à peu près. Que tu connais... Que moi, je connais toutes. Je suis un magicien de classe 7, donc je connais... Non. Mais là, pour un joueur néophyte qui a jamais joué à Magic, peux-tu juste, sans nécessairement entrer dans le détail trop complexe, nous résumer un peu la mécanique, comment le jeu fonctionne? Parce qu'on n'est pas Monopoly, là. Donc,
une partie classique de Magic, vraiment le classique, le format de base qui existe depuis le début, c'est 1 contre 1. 2 magiciens s'affrontent dans un duel de magie. On rit, mais c'est ça quand même. Donc, chacun des joueurs est un magicien, a à sa disposition 60 cartes qu'il a présélectionnées lui-même. Donc, parmi les 18 000 cartes qui existent à peu près, il en a choisi 60, il a créé un deck avec ça. C'est son armée, c'est ça. C'est son livre de sorts, c'est ce qu'il va pouvoir caster, c'est ce qu'il va pouvoir jouer durant la partie. Oui, quand on utilise caster, c'est jouer une carte. Dans ces 18 000 cartes-là, il y a 5 couleurs, le bleu, le vert, le rouge, le noir et le blanc. Chaque couleur a une identité. Donc, si moi, je suis un magicien qui aime ça, des parties qui sont rapides, donc je vais peut-être être plus intéressé à jouer rouge, qui est une couleur agressive, qui a beaucoup de sorts qui vont faire des dommages à l'autre joueur directement. Des créatures qui vont attaquer rapidement, des petites créatures. Contrôler la partie, avoir une partie lente, piger des cartes, empêcher l'autre joueur de jouer. Je vais jouer bleu. Je vais jouer bleu. Donc, je vais contrôler. Si je veux caster des gros trucs, je vais jouer vert, etc. Chaque couleur a sa propriété. Son identité. Et des fois, il y a des cartes qui vont avoir 2 couleurs, des cartes qui vont avoir 3 couleurs, 4, 5 couleurs. Donc, je bâtis mon deck, je m'assois avec quelqu'un d'autre et là, on joue une partie. Comment ça fonctionne une partie? Donc, tu vas piger 7 cartes au début et là, tu dois devoir caster tes cartes, les mettre en jeu. Pour mettre tes cartes en jeu, tu dois avoir des laines, des terrains, du mana. Donc, une fois par tour, tu peux prendre une laine et la jouer. Donc, dans ton deck, il y aura... C'est le nombre de cartes que tu auras le plus de fois, c'est des laines. Donc, il y en a à peu près sur un deck de 60 cartes. Tout dépendant entre 23 et 26, 21. Tout dépendant si ton deck est agressif, il y a moins de laines. Si ton deck est plus contrôlant, plus de laines. Tu en mets une par tour et là, idéalement, durant toute la partie, t'en joueras une par tour. Donc, plus la partie avance, plus tu peux caster des cartes qui coûtent plus de mana. Que les cartes plus puissantes coûtent plus de mana, évidemment. Et avec ces cartes-là, tu vas mettre des créatures en jeu, tu vas caster des sorts, tu vas jouer toutes sortes de trucs et tu vas devoir faire perdre la vie de ton adversaire. Chaque joueur a 20 vies et doit donc... au cours d'une partie, faire perdre les 20 vies de son adversaire pour gagner la partie. Avec des sorts et des créatures. Exact. Par exemple, moi j'ai un deck vert, je vais jouer un gros gorille qui va t'attaquer pour te faire 6 de dommages et toi tu vas pouvoir peut-être le bloquer avec ou le tuer avec un sort. Pour ceux qui sont familiers avec Hearthstone, contrairement à Hearthstone, on peut pas attaquer directement les créatures, c'est ça? À moins d'avoir un sort qui fait la chose en question, les créatures ne s'attaquent pas entre elles à moins qu'on provoque le bloc. Exact. On attaque un joueur. Donc, par exemple, moi, si je décide d'attaquer à Hearthstone, si j'attaque, je peux viser une créature. Mais à Magic, je vais attaquer toi en tant que joueur. Et là, ensuite, le joueur que j'attaque va pouvoir décider ou non de bloquer ma créature avec ses créatures. Ça change vraiment la dynamique. Aussi, à la différence d'Hearthstone, on peut jouer en instant. Donc, à Hearthstone, il y a le secret qui fait un peu cet effet-là, mais on a plus ou moins contrôle de quand il va se déclencher. Tandis qu'à Magic, on peut jouer... Il y a des cartes qu'on peut jouer à tout moment. Durant ton tour, durant le tour de l'adversaire. Qu'on appelle un instant. Exactement. Ça va vraiment rajouter une complexité au jeu parce que il y a quelque chose de magique qui s'appelle le stack. Donc, si quelqu'un décide d'incanter une créature, et moi, en réponse, donc, avant qu'il casse sa créature, je vais pouvoir lancer un sort qui va avoir une incidence sur son sort à lui. Donc, c'est ça, rajoute un niveau de complexité au jeu. Là, c'est un survol très rapide des règles, bien évidemment. Là, on vous conseille d'aller... il existe des tutoriels en ligne qui expliquent les différentes mécaniques parce que là, on en a une pléthore. Mais juste mettons que vous êtes intéressé par le jeu puis vous voulez bien l'apprendre, Magic Arena a un tutoriel, c'est facile d'apprendre avec ça. En ligne, il y a beaucoup de contenu. Si quelqu'un qui me dit « je veux essayer le jeu », essaye Arena. Puis si après ça, tu veux... Qui est gratuit, d'ailleurs. Qui est gratuit. Fait que, tu vas pouvoir essayer gratuitement. Puis si après ça, ça t'intéresse plus, tu vas t'acheter un deck. Sur le 18 000 cartes. 18 000 cartes. T'évalues à combien le nombre de cartes pertinentes dans tout ça, mettons? C'est là que ça devient complexe parce que les Magic, ça se joue en différents formats. Étant donné qu'il y a 18 000 cartes, tu peux pas du jour au lendemain dire tu peux, il y a un format pour ça, mais de prendre demander à un nouveau joueur qui veut commencer à jouer, lui dire ok, t'as 18 000 cartes de disponibles différentes, crée le meilleur deck possible parce que ça se joue avec un deck, chacun a 60 cartes, le classique du moins, a 60 cartes décidées, puis ils jouent l'un contre l'autre, puis c'est le premier qui bat son adversaire magicien avec sa pile de cartons dans des plastiques. La magie! Tant de plaisir dans une chose si simple. C'est ça. Donc, Wizard of the Coast, qui a créé le jeu, qui est la compagnie qui a créé Carte Magic, a eu la merveilleuse idée, après autant d'années, de créer des formats. Donc, eux, ils vont, parmi ces 18 000 cartes-là, ils vont en rassembler ensemble. Ils vont dire, OK, t'as 2000 cartes, puis là, avec ça c'est le format standard, mais construisez-vous des decks, puis jouez les uns contre les autres. Et là,
s'ensuit... Des cartes qui disparaissent du... Exactement, du paysage. Il y a des cartes qui vont nécessairement ressortir du lot parce que sur 2000 cartes, il y en a des plus fortes. Donc, il y a une metagame qui va s'installer. On est à l'aise avec le concept de metagame. Donc, que ce soit comme à un jeu comme League of Legends ou bien des trucs dans n'importe quel gaming, même au hockey, on a de la méta. Il y a un style de jeu présentement, c'est la vitesse, mais dans n'importe quelle compétition, il y a de la méta. C'est ce qui est à la mode. Ben, je te dirais en fait que la statistique avancée au hockey et dans le sport en général est rendue de la metagame. Ils sont rendus qu'ils font des analyses sur papier d'un line-up avant même que la saison ait commencé. On veut essayer de prévoir la méta, on veut essayer de prévoir qu'est-ce qui va être bon dans 2 mois pour qu'on puisse être prêt pour l'attaquer. Ben, c'est la même chose à Magic. Ouais, c'est ça qui arrive en fait quand il y a un nouveau set qui sort, les gens savent déjà quoi ils doivent jouer, qu'est-ce qui en principe va être efficace. Ils ont testé des trucs qui vont arriver avec des decks qui pensent être le meilleur possible, mais aussi peut-être que ce deck-là il va être le meilleur possible à ce tournoi-là parce que il va affronter des decks contre lesquels il est bon, parce que les gens pensent que ce deck-là était bon à apporter. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, lui, il est allé 2 cases en avant, il s'est dit, bon, là, le meilleur deck, c'est celui-là. Eux, ils vont apporter ce deck-là pour pouvoir le battre. Mais moi, je vais apporter ce deck-là qui bat le deck qui bat le deck. Ah ouais, on va jusque-là. Oui, quand on tombe dans la scène pro, là, l'idée, c'est de... Moi qui ai de la misère à choisir l'ordre de mes lands. À l'avance pour... Ouais, nous autres, on est dans le jeu à choisir nos lands. La taper ou la pas taper? C'est ça, là. On est déjà loin dans le deep thinking. Ouais, c'est ça, exact. Mais mine de rien, ça c'est une mince partie de la populace de magiciens, je dirais. Parce que au monde, en 2015, on estimait qu'il y avait environ 20 millions de joueurs mondialement de cartes Magic. Fait que c'est pas si niché que ça là, comme jeu. Là. Non. Tu sais, je serais curieux de comparer avec des jeux bon marché là, de style Monopoly ou des trucs de genre. Là, voir c'est quoi la comparaison, mais on s'entend que... Mais ça reste énorme pour un jeu de cartes. Tu sais, parce que c'est un jeu de société au fond. Ben oui, parce que... Oui, le jeu se joue en ligne également, puis on en parlera un peu plus tard, mais à la base, c'est un jeu de cartes, donc tu dois trouver un ami avec qui jouer, tu dois te déplacer, aller quelque part et t'asseoir avec quelqu'un pour jouer aux cartes Magic. Au magicien. Comment qu'on fait ça quand on n'a pas d'amis, vous pensez? Comment je fais pour jouer aux cartes Magic si moi j'ai pas d'amis? J'en ai plein par contre. Est-ce que tu entends par là les magasins, les différents magasins, les lieux de rencontre de magiciens? Exactement. Donc si moi j'ai pas d'amis qui jouent, en fait, je peux avoir des amis puis pas d'amis qui jouent, ça arrive souvent ça qui arrive en fait. Mais je peux me rendre dans un local game store, dans un magasin de cartes du coin puis aller jouer, il y a des tournois organisés. Ça prend quand même du courage par contre se rendre là. Ouais, moi je dois dire que pour l'avoir déjà fait, il y a une part intimidante quand même. C'est ça. Je vous comprends, mais ceci dit, ça se désamorce là. Je l'ai vécu, mais il a fallu y aller d'abord une première fois seul puis faire comme OK, je vais me bâtir un deck, je vais affronter cette chose-là qui est cette espèce de monde où les gens connaissent les cartes et moi je les connais pas bien. Mais souvent je trouve qu'on surestime en tout cas sur la scène Magic, à ma connaissance, là, je suis pas non plus je connais pas tout, mais à mes yeux de gars quand même assez, je connais bien sûr longtemps que je joue, mais je suis quand même assez casual dans mon approche du jeu. C'est vraiment moins intense qu'on le pense en boutique. T'arrives, puis il y a beaucoup de gens comme qui ont aussi peut-être juste pas trouvé de gens avec qui jouer, mais la communauté en général est assez smart, assez gentil. S'il voit qu'un autre joueur il est pas bon, ben il va essayer de l'aider. Il va l'aider, il va expliquer les cartes. C'est ce que j'ai constaté moi aussi. C'est vrai, moi aussi. Parce que mine de rien, ces gens-là, ils se sont déplacés pour jouer à un jeu de société. Fait que, ils n'ont pas vraiment le choix de... Ben, pas qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais c'est la meilleure attitude, c'est d'être bon enfant avec tout ça, puis d'avoir du plaisir, puis de vouloir jouer avec les cartons. Donc, c'est ça. Donc là, mettons que moi, je commence à jouer dans les boutiques, je m'amuse de plus en plus, puis là, je veux comme ça devienne plus sérieux, mon affaire. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'offre à moi? Qu'est-ce qui s'offre à moi en tant que magicien? Non, là, tu vois, là, c'est pas mal l'étape où c'est cool. Je vois les gens, je vois les pros players de League of Legends, de n'importe quel e-sport devenir riche, faire de l'argent. Puis là, moi, j'aime tellement les cartes Magic, je me trouve bon, mais j'aimerais ça aussi que ça arrive. Est-ce que ça passe au moyen de faire de l'argent avec Magic? Il y a moyen d'être un professionnel de Magic. Ben, donne-nous les clés, mais... c'est ça. Pour l'instant, c'est une dépense dans mon cas. Si ça peut être un revenu, il va le prendre. Le e-sport en général, c'est très populaire depuis peut-être... Oh oui, ça gagne, ça monte. Puis en fait, en Amérique du Nord, je pense qu'on voit la pointe de l'iceberg. On n'est pas conscient de ce qui se passe ailleurs. C'est ça, on est en retard en fait. On est vraiment en retard. Puis c'est la même chose pour Magic. Il y a toujours eu une scène presque toujours eu une scène professionnelle pour Magic. Donc depuis, j'ai pas de chiffres, mais je pense milieu des années 90, il y avait des tournois internationaux où des joueurs d'un peu partout dans le monde se rassemblaient pour jouer à Magic.
Puis il y a eu cette scène-là, mais il n'y a jamais eu l'essor dans la scène Magic Pro que le e-sport a connu. Donc, la diffusion restait quand même assez nichée. C'était beaucoup les pros. Et dernièrement, ils ont sorti Magic, le jeu Magic Arena. Je sais pas si vous avez... Oui. Arena, oui, on a surfé un peu sur la bêta, ouais. Pour faire entre autres compétition à Hearthstone. Est-ce qu'on est sorti de la bêta d'ailleurs? Non, on est encore dans la bêta. Ouais, est-ce qu'il va arriver quelque chose quand on va quitter la bêta ou là, en ce moment, le format qu'on a va rester tel quel? D'après moi, ça... En fait, il y a eu avant ça la close bêta, que là, une fois que c'est passé de la close bêta à la open bêta, qui est l'état d'aujourd'hui du jeu. Ouais. Il y a eu un reset dans les collections des gens, par exemple. Mais là, d'après moi... quand la bêta va se fermer, on va garder nos collections. Puis il n'y aura pas de... Ah ouais, hein? J'ai l'impression parce que le jeu est ouvert à tout le monde. Ça serait quand même frustrant à tous les gens qui ont grindé de juste supprimer leur collection. Ouais, c'est ça. Surtout que déjà, le pay to win est en ligne, disons. Ouais, j'avoue que tu peux payer. Les gens qui ont acheté leur pack, ben... C'est un petit peu... le commerce est rentré. C'est un peu chiant de se faire enlever, ouais. Fait que depuis ce jeu-là, qui est le premier succès, parce que c'est pas la première fois que Magic fait une version en ligne ou digitale de son jeu. C'est arrivé avec Magic Online un petit peu avant, qui a fonctionné aussi, mais encore là, je pense que c'était très niché comme jeu. La plateforme était vraiment pas superbe. Le jeu en tant que tel était complexe à utiliser aussi. Complexe à utiliser. Mais je pense que le format Hearthstone qui est amené par Hearthstone est drôlement efficace. Exact. C'est plus, ça a simplifié un peu le... Il y a moyen de jouer gratuitement puis de comme développer ton deck. Exact. Ça a ouvert le jeu un peu au grand public. Et du même coup, Magic a décidé de développer son offre e-sport. Si on veut devenir un vrai e-sport. Donc, ils ont mis en tout... ils ont créé le Magic Championship, qui était l'ancien Pro Tour, dans le fond. Fait que c'est un championnat Magic. Et le Magic Championship, ça, en quoi ça consiste, c'est qu'ils ont sélectionné les 32 meilleurs joueurs au monde et ils leur ont donné un salaire. Et ces gens-là, maintenant, ce sont les 32 joueurs du Magic Championship. OK, mais est-ce qu'il y a un système de relégation? Si t'es 32e, tu peux être sorti puis remplacé par le prochain? Comme, mettons, les ligues européennes de soccer ont un système de les équipes pas bonnes. Ouais, c'est ça, ils sont de classe. Ils peuvent se réinscrire l'an prochain, mais... J'ai pas les détails du comment tu rentres et tu sors. Je sais que ça va être la première cohorte, si on veut, de pros qui vont le faire. Donc, je suis au courant un peu de ces détails-là. Mais oui, l'idée, c'est que... ça soit toujours le bassin des 30 meilleurs joueurs, exact. 32 meilleurs joueurs de Magic. Si toi, Joe, jeune magicien de Montréal... Ouais. T'as battu dans les ruelles de Montréal d'autres magiciens. Ouais. Tu te sens prêt à affronter la scène internationale. Ouais. Ben, peut-être qu'en montant les échelons, tu vas pouvoir donner un de ces 32 pros, là. Mais ça, tu suis ça où? Comment tu peux suivre cette... Ben, c'est ça. Comme bien des e-sports, Magic investi un peu dans beaucoup. En fait, ces joueurs-là sont payés 75 000 par année, à peu près, pour être des pros. Donc, ils participent à des tournois, ils vont faire du streaming, il y a différentes causes au contrat. Puis là, mes chiffres sont pas béton, mais c'est à peu près... OK. Mais on est quand même dedans, ouais. Exact. Fait que, ils ont leur salaire. C'était quoi ta question? Tu m'as dit une question que j'ai pas répondu. Ben, en fait, je me demandais si... comment on fait pour... Comme ça va y avoir une compétition, je veux dire, si Magic investit 75 000 par joueur, j'ose croire qu'on va avoir accès à ces matchs-là, là, je veux dire. En fait, c'est déjà commencé. C'est sur Twitch, comme bien du e-sports. Ouais. Qu'on va pouvoir suivre ça. On essaierait de mettre le lien d'ailleurs sur la page Facebook. Très bonne idée, détective Nolin. Merci. Si jamais il y en a qui veulent aller faire un tour. Des compétitions sur Arena que des compétitions en papier, là, en vrai. OK, ouais. Donc, je vous invite vraiment à suivre ça. En tout, en fait, Magic aura cette année en prix à distribuer là, à travers toutes ces compétitions, 10 millions de dollars. Mais là, les gagnants c'est énorme, là. Les gagnants de la Deep League, comparativement à d'autres jeux, ils sont dans la game, là. Genre, c'est dans la game de Hearthstone. Ils sont vraiment rentrés très fort sur la scène e-sports. Mais même tellement, je pense League of Legends, c'est 1,5 million pour l'équipe gagnante. Peut-être 1 million à partager à 5, je pense. Un truc du genre, ouais, je pense que le World Championship, c'est 1 million à partager à 5. Mais au total de l'année, ils doivent avoir plus de earnings que ça, je dirais. Ouais, j'imagine. Comme les joueurs de Arena ou c'est des joueurs de cartes physiques? Ben, je te dirais, les gens qui ont été, ces 32 pros-là, c'est pas certainement des pros qui ont fait la renommée avec les cartes physiques. Mais qui vont jouer sur Arena. Exactement. Okay. La transition est simple pour eux autres, c'est le même jeu. Je vais vous expliquer un peu les formats, je pense que c'est important, ou les différentes manières de jouer à Magic. OK, parfait. De ces 18 000 cartes-là, comme j'ai dit, il y a différents formats, différentes manières de jouer. Il y a Vintage, qui est le plus vieux format. Celui-là te donne accès à tous les cartes. Donc la Black Lotus. Le fameux Black Lotus, qui est pas mal la carte la plus célèbre, je dirais. Qui avait une certaine valeur, mais qui au final ne se jouait dans rien. Là, fait trop fort pour... Fait que ça, Vintage, t'as toutes les cartes, donc de très vieilles cartes, et je vous dirais qu'au cours de l'histoire de Magic, il y a eu une évolution dans la puissance des cartes. Au début,
les spells avaient tendance à être plus puissants et les créatures plus faibles. Et plus les années ont avancé, puis il y a comme eu un changement de paradigme, les créatures sont devenues de meilleure qualité, puis les spells ont perdu en puissance. Fait que ça a changé un peu la metagame. Ça fait que en Vintage, par exemple, il y a une metagame très propre à ce format-là, qui est assez... On casse des spells. Oui, puis même une metagame assez brisée. Tu sais, t'as toutes les cartes. Donc, les decks sont puissants, ils sont rapides. Mais ils doivent valoir une fortune. Ils valent une fortune. Il y a peu de gens qui jouent le format Vintage parce que juste avoir accès aux cartes, c'est dispendieux, c'est difficile à jouer. C'est rare que tu vois des gens qui jouent Vintage. Souvent, ça va être des vieux de la veille, justement, qui jouent depuis longtemps puis qui ont réussi à accumuler une collection considérable. Puis là, ils peuvent ensuite se monter un deck Vintage puis jouer avec Nobody! Okay, là, on parle du format sans restriction. Bon, exact. On parle du format le plus obscur, à mes yeux, de gars un peu casual qui joue pas mal. C'est clairement pas le format pour monsieur, madame, tout le monde. Mais si ton chum Jimmy là, qui fait du skateboard. Oui, lui en blesse. Jimmy Camo, il est tout le temps habillé en armée. Il a pas beaucoup d'argent, mais il a le goût d'essayer les Magic. Je vais pas lui dire, hey, je joue Vintage. Achète-toi un deck à 5000 $. Ben, vends tes skates. C'est ça. Non, je dirais pas ça à Jimmy. C'est ça. Je vais peut-être lui dire de jouer Legacy, mais même là, ça serait poussé. C'est le format qui vient après. Donc, dans le format Legacy, il y a un peu moins de cartes. Il y a des cartes qui sont bannies, il y a des cartes qui sont restreintes. Donc, c'est quand même proche du format Vintage, mais le format a été un peu... il y a eu des balises qui ont été établies pour qu'il soit un peu plus fair, je dirais, mais ça reste un format où les decks sont puissants, rapides. C'est pas du Magic Fair où tu joues des lands, puis tu joues des créatures, puis t'attaques avec tes créatures. C'est genre tour 2, tu rentres une 5-5. Ça pourrait, mais c'est doux une 5-5. Là. Tu rentres une 13-13, tu prends l'attaque. Trample, X-Proof. Exactement. Ah ouais, c'est ça. On parle de deux formats à 20 de vie. Là. Exactement. À 20 de vie, 60 cartes dans ton deck, 1 contre 1, 20 de vie. Souvent, c'est joué en 2-3, donc t'as un sideboard aussi. Donc, après la première game, tu peux changer 15 cartes de ton deck pour pouvoir l'optimiser contre le deck contre lequel tu joues. Et là, mais ton sideboard, il faut que tu l'aies prévu avant. Là, prévu avant le premier match des trois. Et la metagame joue beaucoup dans le sideboard en général, qu'on va retrouver dans différents formats, que ce soit Vintage, Legacy, Moderne, Standard. Il y a tout le temps des sideboards dans ces formats-là. Donc, c'est là que ça te permet beaucoup de t'acclimater à la metagame, parce que dans ton sideboard, tu vas chercher les cartes, des 8 cards qu'on appelle, des cartes qui vont aller cibler des decks carrément que tu penses qu'ils vont être beaucoup présents, que tu voudras pas nécessairement jouer dans ton deck dès la première game, parce que cette carte-là, par exemple, est juste bonne contre un deck rouge. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas pouvoir l'avoir dans ton sideboard pour pouvoir battre le deck rouge en game 2 ou en game 3, mais pas en game 1. Je comprends quand même. Voilà. Vient ensuite Moderne, qui est déjà là, on est dans le plus accessible. Exactement. Donc, Moderne, c'est... Encore là, je connais pas la série exacte, mais c'est à peu près du nouveau design des cartes Magic, parce que les cartes Magic ont eu un petit changement de design, mais en tout cas, plusieurs changements de design, mais un majeur au cours de leur histoire. Donc, à peu près de cette époque-là, du nouveau design jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes les nouvelles cartes qui sortent vont être intégrées aussi au format Moderne. C'est un format un peu plus fair, un peu plus... on a des gains un peu plus interactifs, je dirais, mais ça reste qu'il y a quand même des decks très puissants. C'est pas le format le plus facile d'entrer, encore une fois. Encore dispendieux, j'imagine. Un peu, mais il y a moyen d'avoir des decks un peu plus budget, puis des trucs un peu plus... C'est les lands, en fait, qui font monter le prix, j'imagine. Beaucoup, entre autres, parce que... C'est la double laine, là, en fait. C'est ça. En général, à Magic, petite parenthèse sur l'économie des cartes, ce qui va coûter le plus cher, c'est les laines. Parce que tous les decks ont besoin de bonnes laines pour caster les spells. Donc, les laines 2 couleurs, on va vouloir en avoir dans pas mal tous nos decks. Ça fait que ça crée une rareté chez les cartes. Donc, ça fait monter le prix de ces cartes-là parce que tout le monde les veut. Rouge, peu importe lequel deck bleu-rouge que tu joues, tu vas vouloir avoir les meilleures laines disponibles bleu-rouge pour pouvoir casser tes spells. C'est ça, ouais, ça. Un magicien a besoin des bons ingrédients pour faire de la magie. Oui, c'est les laines qui sont souvent un coup d'entrée, mais mettons que toi, tu veux jouer Moderne, tu viens de commencer à jouer, ben joue mono bleu. Tu vas juste avoir besoin d'avoir des îles, puis je suis certain qu'il y a une bonne option mono bleu en Moderne. Le format est assez diversifié, la metagame est assez diversifiée pour que tu puisses avoir des options. Tu n'auras peut-être pas le meilleur deck du monde, mais tu vas avoir un deck chiant. Mono bleu? Ouais, Counter spell! Counter qui counter pour counter. Vient ensuite Standard, qui est le format le plus facile d'entrer, je dirais. C'est le format de Magic Arena présentement. Donc, exact. C'est les cartes d'à peu près des 4, 5, 6 dernières séries, donc à peu près les 2 dernières années. Puis il y a une rotation. Donc après tant de temps, il y a des séries qui vont être retirées du format. Ça va donc changer la metagame, ça va changer le lot de cartes disponibles, ça va changer les decks qui sont les meilleurs. Donc c'est un format toujours en évolution.
Chaque fois qu'il y a une nouvelle carte qui arrive, ça va beaucoup plus impacter le format qu'un format moderne. Il n'y a pas une sortie récurrente à chaque entrée. Dans le sens que, mettons, là, il y a Ravnica Legends qui vient de sortir. Oui. Ça n'a pas sorti un format. Ça n'a pas sorti un set. Ce coup-ci. Mais le prochain va sortir un set complet. Non, c'est le suivant ensuite après. Ils vont comme en cumuler une coupe. À un moment donné, ils en enlèvent quasiment un set d'un coup. Ouais, un trio, en fait. Ils vont tout enlever les Ravnica d'un coup. À un moment donné, par exemple. Ouais, OK. Donc, standard, ça, c'est le format le plus récent, celui-là qui va être joué par les pros sur Arena, parce que ils ont pas mis toutes les cartes Magic sur Arena quand ils ont créé le jeu. Ils ont seulement mis ce qui était standard pour avoir un peu le contrôle de la metagame. Puis c'est aussi un travail de moine que de numériser 18 000 cartes qui sont pas toutes non plus dans l'air du temps, je dirais. Là, il y a mine de rien, ça a commencé en 93, les cartes étaient pas aussi belle qu'aujourd'hui, donc ça aurait peut-être clashé sur une plateforme digitale ou sur un jeu vidéo qui veut percer dans le e-sport. Non, mais je pense que Arena va créer son propre méta, en fait. Oui, tout à fait. C'est voulu, il veut avoir, si on veut, appelons ça le moderne de Arena. Une fois que, par exemple, présentement, il y a la série la plus vieille, c'est Ixalan, qui est une thématique dinosaure. Qui va sortir éventuellement. Vampire, qui va sortir éventuellement. Mais quand elle va sortir, avant d'intégrer un moderne. Série, il va y avoir un moderne du Arena, donc il va y avoir des decks standard, des decks avec toutes les cartes disponibles sur Arena. Donc on n'aura jamais le Scarab God sur Arena. Non, même si. Mais par contre, il a été créé parce qu'au début, il était là dans la close bêta, donc peut-être qu'ils vont décider de ressortir ces cartes-là qui digitalement existent pour les intégrer à un moderne Arena, ça se pourrait. Peut-être qu'en fait, quand le format va se créer, j'imagine quand ils vont retirer des sets du standard, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont réintégrer les sets qui ont été sortis suite à la bêta. Peut-être pour justement agrémenter le moderne qui a plus de jeux. Mais c'est ça, ils n'auront pas le choix parce que si tu fais juste retirer un set pour qu'il devienne moderne, mais il n'y aura pas beaucoup de différence. Ben non, c'est ça, exact. Ah ouais. Puis rapidement, j'ai parlé des formats un peu plus de compétition, je dirais. Il y a Commander aussi qui est notre format. Oui, c'est ça. Pour les auditeurs qui se demandent, c'est ça à quoi moi et Oli on joue régulièrement. On est des paysans de la carte Magic. Nous, on en fait, mais moi je vais le dire, ce que j'aime de Commander, c'est que ça permet en fait, je trouve que ça permet de bâtir un deck varié, de connaître une panoplie de cartes. En fait, après ça, être tombé un peu dans le standard et avoir appris à connaître le standard. Mais c'est juste qu'après ça, tu réalises que le standard est dans une certaine mesure moins complexe parce que Commander t'amène une quantité de combos assez hallucinante. Je vais te laisser tailler Commander, là, mais oui, Commander, moi, je pense que c'est un format qui est définitivement moins compétitif. Si dans Magic, ce que vous voulez faire, c'est gagner puis avoir des games steady, je vous suggère pas jouer Commander, c'est du 4 contre 4. Il y a de la politique. S'il y a une game, on décide de se mettre 3 contre 1, ben c'est tout bad pour la personne. Exact, ça sera pas fair. Des combats aussi assez hallucinants des fois, là, des affaires qui arrivent qui. Il y a plus de vie, les games sont plus longues, c'est vraiment un format un peu plus arcade, disons. Exact, oui, c'est une excellente définition, arcade. Merci. Et je voulais vous parler en tout dernier de mon format favori. Ben oui. Le draft, le format, le limité qu'on appelle. Il y a différentes manières de faire du draft. Mais ce que c'est le draft, c'est qu'à l'origine, les Magic, ça s'achète en booster. Donc, un booster, c'est un paquet de 15 cartes. Souvent, toi, jeune magicien qui a découvert le jeu, tu vas aller Je joue à la Loto Magic. Exactement. Tu vas aller à ton local game store, tu vas t'acheter un booster, tu vas l'ouvrir. Ou les paquets, les fat box qu'on appelle. Les fat box. Tu vas acheter un produit, tu vas l'ouvrir, tu vas avoir des cartons, t'es content, tu mets les rares dans ton cartable. Tu vas regarder. Shiny Baby, let's go. J'ai beaucoup de rares que ça va rien dans mon cartable. Les foils, hein? Des foils. Cartable de foil. Cartable de foil. De petits éphéries, voilà. Mais, comment pleinement profiter, si on veut, de ces boosters-là, c'est de les drafter. Comment ça fonctionne le draft? C'est tu te rassembles avec idéalement 8 personnes. C'est comme le classique, mais ça se fait à moins. Chaque personne a 3 paquets et les gens vont avoir une période de draft dans ta soirée de jeu. Tout le monde va ouvrir un paquet, prendre le paquet, vont regarder les 15 cartes, vont sélectionner une carte, ils vont la conserver, puis ils vont passer le paquet à leur droite et ils vont toutes sélectionner les cartes de tous les paquets comme ça, jusqu'à temps de bâtir un deck de 40 cartes avec ça à la fin, et ils vont combattre les uns contre les autres. Donc, tout le monde arrive dans une soirée, personne n'a apporté de deck, tout le monde va bâtir son deck la soirée même, donc il y a une partie deck building, il y a une partie draft, donc tu vas voir des paquets passer, tu vas devoir choisir les meilleures cartes pour ton deck, donc encore là, il y a du thinking dans le deck building, et ensuite tu vas devoir jouer tes parties de Magic, puis c'est d'amener ce deck-là que tu viens de bâtir le plus loin possible. Moi, j'adore ce format-là parce que ça met vraiment tout le monde sur un même pied d'égalité. Même si tu as mis 1000$ dans le jeu, on s'en fout. Ce soir, on a toute la même base à peu près. Il y a un petit facteur chance. Un booster, aussi. Mais c'est ce qui vient très intéressant. Format disponible sur Arena, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Ça se joue en magasin aussi. Si ça vous tente d'essayer,
les Friday Night Magic qu'on appelle dans les magazines Magic ont souvent des drafts. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est une bonne manière, je trouve, d'aller... C'est quoi? Ça coûte 15$ de drafter, je pense? 5$ oui, tu peux avoir des prix, dépendamment si tu finis bien la soirée, tu peux repartir avec des paquets, en fait. Non? Exact, ils donnent des paquets. Peuvent, d'ailleurs, mais justement, la soirée te coûte 15, mais tu peux repartir avec un carton qui en vaut 30. Exact. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça reste tout le temps... C'est une loto, là, on s'entend. Exact, des cartes que tu vas réinvestir en cartes Magic après, mais... Ça fait partie de faire rouler un peu l'économie de ta collection. Ben, si tu drafts puis tu prends des bonnes cartes, puis même si t'en gagnes, mais après ça, tu peux bâtir ton deck sur le site, par exemple. Puis tu peux drafter aussi le cube. Quelqu'un a décidé de créer sa propre série, si on veut. Donc, parmi ces 18 000 cartes-là de disponibles, il a décidé de créer une série. Des cartes que tu possèdes aussi. Parce Exactement. Que moi, on parle de mon 1000$, mais tu as, à travers le temps, acheté des cartons. Moi, ça fait environ 10 ans que je joue. Donc, à travers... les années, j'ai accumulé beaucoup de cartes et beaucoup de cartes qui servent à rien. Donc, j'ai décidé d'en faire un cube, de créer une série qui a des synergies, qu'on peut ensuite, de cette série-là, créer des paquets puis mimique un draft qu'on pourrait faire en magasin. Donc, chacun va avoir une pile de 15 cartes, puis on va bâtir un deck. Mais là, on joue pas dans un format qui est comme Commander. Non, on joue c'est du format limité, donc 40 cartes par deck, 1 contre 1. OK. Donc là, c'est ça. Il y a une autre portion qui vient s'ajouter, mais là, c'est la portion, tu builds pas un deck, tu vas builder un cube. Donc, tu vas créer une expérience pour tes collègues magiciens magiciennes. Ah ouais, c'est ça. Pour qu'eux puissent enjoy une série que le Game Master de Magic. Le Game Master. Le Game Master. Si t'avais un ami qui a un cube de cartes Magic, il joue pas depuis 6 mois, mettons. C'est pas notre chroniqueur Magic pour rien, Ali. Là. Je suis un magicien semi-professionnel. Je fais pas une scène avec ça. Semi, ouais, c'est ça. Exact. Mais donc, il y a une multiple façon de enjoy ce jeu-là, les cartes Magic. Je le dis souvent, moi, c'est mon jeu de société. Justement pour cette raison-là, c'est comme si un alphabet avait été créé, puis ensuite, le créateur, Richard Garfield. Si vous avez déjà joué à King of Tokyo, entre autres, je sais pas si vous connaissez le jeu de société King of Tokyo, ouais. C'est Richard Garfield qui l'a créé. Le chat, là. Mais lui, il est-tu milliardaire, mettons? Il a vendu je pense qu'il doit être... Je pense pas qu'il soit milliardaire. Il a vendu son jeu à Wizard of the Coast. Ok, Wizard of the Coast est pas le créateur du jeu. C'est le producteur, si on veut, du jeu. Okay. Mais lui, au début, Richard Garfield était avec Wizard of the Coast, c'était le concepteur, puis ils ont comme aidé à commercialiser, si on veut, le jeu. Mais Richard Garfield, c'est drôle parce qu'il y a eu une nouvelle cette semaine qui est sortie à son sujet, a tendance à créer les jeux, puis souvent à quitter après ça, puis à laisser la chose vivre elle-même. Exact. Puis lui, il va aller créer d'autres jeux. Artefact, un jeu numérique qu'il vient de créer, mais il vient d'être envoyé, Richard Garfield, cette semaine. De l'équipe de ce jeu-là, mais c'est très nébuleux comme renvoi. Soit c'est lui un peu une démission. Une démission cachée. Exact. Là. Ou vraiment ils l'ont exclu, mais il a tendance à faire ça, créer son jeu, s'en aller puis en créer un autre. Écoute, voilà. Oli, c'est super. On a ça sera pour aujourd'hui une introduction sur le monde de Magic. Donc, si t'es néophyte, t'en auras appris beaucoup aujourd'hui. Faut pas avoir de préjugés contre les gens qui jouent aux cartes Magic. Moi, souvent, on s'imagine que c'est... La communauté, en fait, faites juste en parler autour de vous. Si vous êtes un joueur, là, faites juste mentionner Magic. Vous allez être surpris du nombre de têtes qui se tournent parce que les gens jouent à Magic. Beaucoup de gens jouent à Magic. Il y a des choses beaucoup plus nichées que Magic, en fait. C'est pas moi, juste des ados boutonneux non plus. Là, je constate, moi, que mon entourage est vraiment peuplé de beaucoup de magiciens. Mm-hmm. Puis avec Magic Arena, j'imagine aussi, j'ai l'impression aussi que ça va encore plus se démocratiser. Fait que peut-être que prochainement, votre mère sera une magicienne. Votre blonde sera peut-être... Moi, je travaille très fort. Ma blonde veut rien savoir, mais écoute, on va travailler là-dessus. Ça va venir. Le deck de chat a failli l'avoir, là. On travaille là-dessus très fort, oui. Ça, quand il n'y aura plus de hockey RDS, qu'on va juste écouter du Magic... les mardis soirs, Magic! Ben écoute, on lit, on va se revoir, on va essayer de se reparler pour les actualités Magic. Là, il y a le prochain set s'en vient au mois d'avril, si je me trompe pas, 36 Planewalkers qui ont annoncé. Oui, 36 Planewalkers. Mais il va en avoir des... Je peux vous en parler rapidement? OK, on fait un petit tour rapide, un petit tour de minutes, puis après ça, on sort. C'est depuis quelques années, il y a une histoire dans Magic, dans les sets qui a lieu, donc il y a des Planewalkers qui combattent le mal, qui est Nicol Bolas, qui est un personnage qui est là depuis très longtemps dans Magic. Donc, ils combattent ce personnage-là. Et là, ça va être la conclusion de cette grande guerre-là à travers les différents plans de Magic. Parce que ça se fonctionne en plans. Il y a différents mondes différents. Puis les Planewalkers peuvent voyager de plan à plan. Je suis un gros geek. Ça va être la culmination de cette histoire-là. Donc, là, il y a plein de Planewalkers qui vont se rassembler pour combattre Nicol Bolas. Et tout le monde se demande, est-ce que Nicol Bolas va le remporter? Est-ce que les Planewalkers vont le remporter? Mais est-ce que 36, ça inclut tous les personnages qui ont fait l'objet d'un Planewalker jusqu'à maintenant? Présentement, l'information qu'on a sur l'identité des Planewalkers, c'est qu'il y en aura des nouveaux, il y en aura des anciens qui vont faire des retours.
c'est pas mal. On a un Jace, mettons, là. Il va y avoir un Jace, il va y avoir les usual suspects, le Jace, Gideon, Chandra, Ajani. Je suis pas certain, Ajani, tu sais. Ajani, ouais. Et il y en aura des nouveaux aussi, mais 36, c'est énorme. Il n'y a jamais eu absolument. Oui, mais il y en aura des pas très forts, j'imagine. J'imagine que le set aussi va être. La série va être bâtie autour du fait qu'il y aura beaucoup de Planewalkers. Donc, peut-être des Planewalkers qui seront pas mythiques, parce qu'il y a des raretés dans les cartes. Absolument, un Planewalker, c'est mythique, donc c'est la plus rare. Là, il y en aura peut-être des rares, il y en aura peut-être des uncommon. Peut-être donc qu'en draft, il va y avoir plein de Planewalkers. En fait, ils disent qu'il va y avoir un Planewalker par paquet minimum. Donc, minimum. Donc, ça se peut qu'on en ait deux. Par booster, il y aura un Planewalker. Donc, il va sûrement y avoir des Planewalkers moins forts que d'autres. Okay, chaque fois que tu ouvres un paquet, t'as un Planewalker. Exact. Il va y avoir du removal pour du Planewalker, donc des cartes pour détruire facilement les Planewalkers dans la série. Je suis pas mal certain, parce que sinon... La série est pas balancée. Ben là, assurément, on va venir en parler. En fait, ce serait le fun que tu reviennes nous en parler avant la sortie du set. On se fera un moment, on trouvera un moment dans un des épisodes. Et il y aura aussi qui va sortir cet été, Modern Horizon, une série où ils vont introduire des cartes spécialement pour le format moderne. C'est la première fois qu'ils font ça. Donc ça aussi, ça va être à suivre. Ok, qui seront pas en standard. Non, ils vont directement aller dans le format moderne. Donc ils vont pouvoir... Et Commander également? Je pense que oui. Ok. Ils vont pouvoir directement influencer la metagame moderne, chose qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils voulaient pas, par exemple, sortir une carte trop puissante pour standard, mais qui aurait été bonne pour moderne. Donc là, ils vont pouvoir le faire. Je pense que c'est une très belle occasion pour Wizard of the Coast de, entre autres, peut-être rendre ce format-là encore plus populaire parce qu'il est déjà quand même pas mal, mais aussi le balancer puis de venir créer des nouveaux decks ou prendre des decks qui sont trop forts dans la metagame puis venir un peu les freiner si on veut. Alright. Ben, va falloir malheureusement remettre ça une autre fois parce que on pourra pas faire 4 heures là-dessus. Moi, je retourne dans ma crypte. On retourne dans ta crypte. Cirer tes cartes, les doubles slivés. Yes, sir. Yeah. Just the best for those babies. Mais précieuses. Ben, ça a été super, Oli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On se recroise bientôt pour s'en parler de Magic. Salut, mon cher. Ça fait plaisir. Merci à vous. Alors voilà, super entrevue avec Olivier qui, j'espère, vous a introduit les bases, vous a donné le goût de jouer au jeu. Et pour ceux qui savent jouer, on espère que Oli a bien expliqué ça. Ben oui, puis si jamais il y a des correctifs à nous apporter, vous nous le direz sur notre page Facebook. On va enchaîner tout de suite, si tu veux bien, mon Joe, avec l'entrevue avec Guillaume, qui va venir nous jaser un peu du FMM et la suite des choses pour le week-end du 22, 23 et 24 mars. Qu'est-ce qui attend nos joueurs de Magic à Montréal? On est présentement avec Guillaume Garand-Rousseau. Un petit GGR. GGR. Alors, Guillaume Garand qui est là pour nous parler en fait du FMM et de sa boutique L'Expédition. FMM qui va être le festival Magic de Montréal, c'est bien ça? Exact. D'où ça part? Qu'est-ce qui nous attend si on va là en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce week-end de Magic? Le festival, là, c'est un gros trip qu'on a parti il y a 3 ans avec d'autres boutiques. On a installé ça à l'époque là, avec le Valet de Cœur et le Mana Toxique, mais littéralement avec le Valet de Cœur, là, on est ensemble depuis 3 ans à monter ça. À la base, c'était juste Magic. On avait commencé ça. Un espèce de grand prix là, pour les initiés de Magic. C'est un endroit où il y a des grosses compétitions, plein de prix à gagner, des artistes à rencontrer, des boutiques sur place. Les artistes, t'entends quoi par des artistes, en fait? Les artistes, c'est soit des artistes qui font les arts réels de... OK, vous avez vraiment du monde qui débarque. Des graphistes, là. L'année passée, on a Véronique Mignot, là, qui est une artiste bien connue de Montréal, qui était là, qui a fait nos affiches pour le festival et tout ça. Cette année, ça va être un autre groupe d'artistes qui vont être là. C'est pas des artistes officiels qui sont là, mais c'est des gens qui vont, qu'on appelle, qui font des altérations. Donc, sur ta carte, il va te la prendre, puis il va te la peinturer pour te la rendre encore plus nice. Ou, OK. Ça. Ouais, mais c'est ça. C'est un gros trip là, où la communauté se rencontre, dans le fond. Puis vient jouer à tous les différents formats, compétitionner dans les gros tournois. Si, admettons, moi, je suis pas initié, c'est pas une place pour moi. Non, au contraire. Il y a de tout pour tout le monde. Fait que c'est ça qui est nice de Magic. Plein de formats. Que ce soit... tu peux même être au niveau où t'as jamais joué. Tu te présentes. Tu vas aller faire une table d'initiation. On va te donner un deck gratuitement. Puis si tu joues, puis tu bats moi ou un de mes partenaires qui est là, tu gagnes un paquet, man. Ben ouais, c'est vrai. Alright. Fait qu'on a parlé avec Wizards of the Coast. Ils nous ont envoyé des kits là, qui appellent des Welcome Kits, qui sont des decks d'initiation. Fait qu'on en donne un aux joueurs qui peut même s'essayer avec ses amis. Puis... Ouais, mais toi, tu joues-tu avec un deck d'initiation aussi? Ou... Ben oui. OK, ouais, ça soit fait. Sinon, ça marcherait pas. Ouais. Exact. Puis ça part de où l'idée? Ben, tu en as parlé un peu, mais je veux dire, l'objectif, c'est de rassembler ta communauté que tu vas chercher déjà avec la boutique. Ben,
Plus que ma communauté, il y a la communauté des joueurs du Grand Québec. En fait, là, il y a une époque à Magic, les vieux joueurs, les vieux de la vieille se rappellent de ça, où les pré-releases, donc avant la sortie d'une série, une semaine avant, il y a des tournois spéciaux où là, les joueurs peuvent jouer avec les nouvelles cartes. À l'époque, c'était pas les boutiques qui organisaient ça, parce que maintenant, chaque boutique peut organiser des pré-releases, il y en a dans toutes les boutiques, il y en a dans l'expédition, mais à l'époque, il fallait être un tournament organizer. Donc, à Montréal, c'était Moreau qui s'occupait de ça, et qui louait une église, l'église sur Bélanger, Christophe Colomb. Puis, mais là, à l'époque, on parle de quand, mettons? Je sais pas quand ça a switché, là, mais moi, je me rappelle de Scars of Mirrodin, là, une dizaine d'années, là, j'imagine, 10-12, là, le tournament organizer de la région qui, lui, avait le droit de faire un gros tournoi. Fait que là, le monde, ça descendait de Québec, ça descendait de Rimouski, ça descendait de partout. Puis on se ramassait 350 joueurs dans le sous-sol d'une église à jouer un tournoi en pré-release. C'était super excitant, le monde avait leur cartable, se changer des cartes. Puis ça faisait une espèce de rendez-vous, et ça arrivait donc 4 fois par année. Un gros rendez-vous où tout le monde se rencontrait puis se voyait. Fait que là, maintenant que les pré-releases font chacun dans une petite boutique, il y a moins ça, les grosses rencontres où tout le monde se rejoint. Il reste encore les grands prix qui sont organisés à l'époque aussi par les tournament organizers, mais maintenant par des gens qui sont dédiés juste par Wizards of the Coast. Mais là, c'est des prix d'entrée beaucoup plus chers. D'ailleurs, y a-tu des gens qui travaillent pour Wizards of the Coast qui sont québécois? Qui travaillent au Québec? Ils n'ont pas de représentants ici. En fait, non, là, eux sont vraiment installés à Seattle. Ils font tout à distance. Ils ont, là, récemment, on a un représentant là-bas qui couvre la région, mais il parle pas français. Tu sais, il a du genre. Ouais, c'est ça. Il m'a supporté, justement. Là, c'est la première année que là, j'étais en contact avec eux pour qu'ils nous supportent. Là, puis je vais le nommer, là, Kyle, qui était super cool, qui nous a supporté puis qui nous a aidé à organiser notre événement, puis tout ça. Puis qui nous a aider à la promotion plus qu'il pouvait. On saluerait bien Kyle, mais il nous écoutera pas si. Ah, peut-être, mais regarde, je vais dire d'aller écouter le podcast s'il écoute pas le français. Il parle français, non? Ouais, c'est ça, il parle pas français. Mais on va avoir les sous-titres éventuellement. Ma tante, faudrait écouter l'épisode. Ouais. L'épisode qui parle du FMM. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'au bout de la ligne, c'est ça. Ça vient reprendre ce vieil esprit-là, là, où toute la grosse communauté de joueurs. Mais il y a quand même, je trouve que ça amène une évolution quand même du jeu, dans le sens où il y avait cette époque-là où il y avait l'événement qui regroupait tout le monde, mais là, on a une espèce de côté où il y a moyen de jouer à Magic dans ta communauté plus régionale. Tu sais, moi, mettons, je vais à l'XP jouer si je veux jouer en magasin ou au pre-release, ou encore jouer à table avec des joueurs sur place. Et là, au lieu qu'à une certaine époque, il y avait seulement le tournoi comme tel, si tu voulais aller jouer avec les gars, j'imagine. Ouais, exact. Ben, tu sais, t'as des événements là, qui sont là toutes les semaines, là, qui sont récurrents. Fait que tu joues avec les gens que tu recroises à toutes les semaines. Puis c'est bien le fun. Puis t'as ta petite communauté locale. Là, le monde, ils font pas le tour de la ville pour se rendre à ta boutique. Parce qu'il y a des boutiques un peu partout là, dans le ouais, Québec. C'est ça, exact. Fait que c'est un peu ça le festival maintenant. C'est que ça regroupe plein de boutiques. Fait que là, maintenant, je pense qu'on est 7 boutiques au festival cette année. Fait que les partenaires qui deviennent des partenaires, qui auront des kiosques au festival puis qui veulent participer à ça. C'est vraiment le regroupement de toutes les communautés. Est-ce que ça te prend une accréditation pour jouer, mettons, pour avoir une boutique qui couvre, mettons, un pre-release ou genre, est-ce que Magic doit t'accepter comme étant une boutique? Ouais, exact. Dans le fond, Magic a un système là, qui vient de changer récemment, en fait, là, même cette semaine. Mais il y a un système de développement pour les boutiques où si tu veux partir d'une boutique, ben, tu vas chercher une accréditation. Tu commences au début, puis là, selon l'attendance que tu réussis à aller chercher, ben, il va augmenter tes allocations de produits. Puis, je me rappelle notre premier pré-release de Magic à l'expédition, on avait 32 kits. On avait plus que ça, juste le contre de joueurs. Puis, c'est Shadows over Innistrad, si je me trompe pas. OK, fait qu'on parle d'il y a 3 ans. 3 ans et demi, ouais. On a ouvert en décembre, il y a 3 ans. La prémisse de l'XP, c'est vraiment Magic, là, on s'entend. Ouais. Moi, j'étais un joueur de Magic depuis, je dis depuis toujours, mais depuis 94. Donc, depuis la 2e année de Magic. Non, ouais, exact. Depuis la 2e année de Magic, j'ai joué à Magic quasiment toute ma vie. À l'adolescence, j'ai pris un petit break. J'ai ouvert les demoiselles. Pourquoi t'es en train de dire que c'est pas sexy, Magic? Ça l'était à l'époque, en tout cas. Même encore, je dirais que... T'as-tu déjà réussi à jouer avec une blonde ou ça a toujours été une expérience? J'aurais fait essayer, mais malheureusement... Mais moi, je me demande, mettons, là, tu tiens une boutique, le ratio de filles est de quoi, mettons? Magic est pas gros. Magic, là, si t'as 5%. Je sais peut-être plus gros si tu vas dans le casual, là, mais qui est game de se rendre dans un magasin puis de se montrer en public en train de jouer, il y en a pas des tonnes. Là. Je peux pas en parler. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai une employée qui est une fille qui joue à Magic, c'est super cool. Puis il y en a assurément plein qui jouent, mais le ratio doit pas être de plus que 10-15% probablement. Mais en fin de semaine, ça va sentir de la testostérone. Là. Ben oui, mais par contre, Donjon Dragon, là, on est dans une autre proportion complètement. Ah ouais, Donjon c'est plus... Dragon qui se pointe en boutique, là, tu vas avoir un 30% de filles au moins. Puis dans les statistiques Wizards A, c'est dans le jeu de rôle, c'est autant des filles que des gars.
OK, parce que Wizard donne dans le Donjon Dragon aussi. Donjon Dragon appartient à Wizards of the Coast. Oh yeah. Oh, OK, on l'a même mis sur le geek. Ils ont acheté ça, avant c'était TSR qui avait ça. Ils ont eu ça avant Magic comme tel ou Non, Wizards c'est Magic. OK, d'abord Magic. Un année, il y avait même des pourparlers. Là, il faudrait que je sais pas si Parfait, là, mais TSR qui possédait Magic à l'époque, il y avait des pourparlers avec Wizards sur les liens qu'ils pouvaient avoir entre eux parce qu'il y avait un rapprochement facile entre les deux univers, puis essayer de faire merger ça. Puis finalement, TSR qui avait des difficultés financières a été racheté par Wizards of the Coast. Ils ont publié un livre cette année, là, Art and Arcana pour Donjon Dragon, qui relate justement l'historique de Donjon Dragon de la première édition maintenant. Puis là, en l'ayant feuilleté, là, c'est là que j'ai trouvé quelques informations comme ça, mais ouais, maintenant ça appartient à Wizards of the Coast. Là, en fin de semaine, les joueurs de Donjon, c'est clairement pas une compétition. Non, c'est plus un rassemblement. C'est ça qui est fou. Donjon Dragon, c'est un trip ensemble. Ben, c'est trip en gang, c'est ça qui est génial. L'aspect compétitif est pas là du tout. C'est vraiment le but d'avoir du fun, d'incarner des personnages. Il y a du monde que c'est vraiment l'aspect jeu de rôle qui les intéresse, de faire des niaiseries ou de se plonger dans un univers. Puis d'autres, c'est d'avoir c'est plus le mode quasiment jeu vidéo. Là. Moi, je veux mon bonhomme avec ma hache plus 3 pour c'est ça. Exact. Fait que t'as tout l'autre côté là, qui est vraiment... il y a tous les aspects de jeu là, dans le jeu de rôle. Mais tout le monde y trouve son pied. Là. Mais il y a un aspect un peu compétitif qu'il y a au festival. Compétitif qu'il y a dans ce qui s'écrit pour Donjon Dragon. Il y a un open. L'open, c'est une compétition. C'est un gros heist. Fait que il y a 15 tables de joueurs, de 6 joueurs qui vont arriver, qui vont se faire donner un personnage pré-généré, qui vont tout être des voleurs ou des bardes de niveau 3. Puis leur but, c'est de voler la grosse gemme qui vaut 500 000 pièces d'or avant les autres. Okay. C'est un setup de malade. J'ai été jouer ça au Vermont. Il en publie un par année des Open. J'ai été le faire au Vermont cet automne. C'est débile mental. Non, mais t'as 15 mètres de jeu, en fond? Pour cet événement-là, il y a 15 mètres de jeu en simultané avec des admins qui gèrent la patente. OK, mais là, il faut être un joueur aguerri pour aller jouer là. Pas du tout. Si t'as jamais joué Antoine, tu prends ta feuille, tu t'assois là, t'es créatif. T'es un gars qui a fait du théâtre, des affaires de même, tu vas flyer bien raide. Mais moi, j'ai dans un film de Sherlock Holmes, puis ton but, c'est de pogner la gemme, puis c'est d'être créatif, puis trouver un moyen de le faire. Moi, j'ai joué ma première game de Dungeon il y a de cela 3-4 semaines. Là. J'avais jamais essayé. Shame on you, Antoine. Ben, je sais, mais écoute, on est là pour découvrir. Hein. C'est ça qui est beau dans la vie. Il y a plein de choses à découvrir. Mais écoute, moi, j'ai été tellement surpris par la liberté. En fait, ça dépend probablement du game master que t'as à chaque fois, là, du maître de jeu, mais c'est la quantité d'actions possibles. Tu fais ce que tu veux. J'ai goût de faire une sieste. C'est ça, c'est infini. C'est infini. Les Appendices avaient un podcast où ils jouaient, hein. Tu l'as regardé? Ouais, tout à fait. Et Curant, tous les dimanches, ils jouaient une game de donjon. Ils faisaient du moche avant d'aller dans un donjon, justement. Ah non, c'est ça. Leur perso était comme, c'était next level du n'importe quoi, mais tellement divertissant comme game. T'en retrouves pas d'autres des games de même. Là, non, mais d'ailleurs, on vous invite à aller voir. C'est très drôle. Ils jouent au Randolph, je crois. Au Randolph, exactement, ouais. Génial. Donc, pour un néophyte, c'est possible en fin de semaine d'aller essayer de Dungeon ou Magic. Magic, que ce soit pour les néophytes ou les super expérimentés qui veulent se frotter aux meilleurs joueurs du Québec. Il y a tout ce qu'il faut dans ce festival-là pour tout le monde. Combien ça coûte en fin de semaine? Si tu veux venir sur place, c'est gratuit. Ah ouais, hein? Ouais, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de passe, rien. On peut juste venir se promener. Puis te promener, tu viens voir tout le monde, tu viens magasiner dans les kiosques qui sont là. Déchirer des cartes du monde. Tu viens me voir au kiosque d'initiation de Magic ou de Donjon Dragon, puis je te fais faire une séance de 15 minutes où on joue une game de Magic, puis je te laisse pas gagner, Antoine. C'est OK, ça. Fait que moi, j'ai... tout le monde est bienvenu. Par contre, là, il y a des événements, tous les tournois, dans le fond, eux sont payants. Fait que, puis plus qu'ils sont payants, plus que la cagnotte à gagner est intéressant. On a 2 invités spéciaux pour Donjon Dragon. On est vraiment chanceux. On a Will Doyle qu'on fait venir de Londres qui a écrit les derniers livres de D&D. Là. Il a participé à ça. Okay. C'est un auteur incroyable. C'est un gars qui... Sur la 5e, on est rendu à la 5e édition. 5e édition. Le gars a travaillé sur Storm King's Thunder, Tomb of Annihilation, sur Dragon Heist. Puis il va être là tout le week-end au festival avec nous autres. Là, c'est un malade mental. Il atterrit vendredi à genre 6h. On le ramasse à l'aéroport. On le pitch d'une game de D&D qui commence à 8h. OK, il va jouer carrément, là. Il va DMer, mon gars, pour des joueurs toute la fin de semaine. Ils vont triper bien raide. OK, fait qu'ils vont jouer avec l'auteur carrément. Avec l'auteur, les chanceux qui sont allés s'inscrire pendant qu'il y avait encore des places sur le site du festival. Puis il y aura aussi Travis Woodall, qui est un peu la mascotte de l'Adventures League de D&D, là, qui est l'espèce de grosse communauté de joueurs, qui est lui qui écrit toutes les aventures là, de cette ligue-là. Mais là, eux autres, ils sont DM, est-ce qu'ils vont pouvoir quand même... Est-ce qu'ils vont signer
mettons que t'as ta 5e édition, tu peux aller le faire signer par l'auteur? C'est clair, man. Moi, tous mes livres sont signés par eux autres. Moi, on est des fans finis, là, fait que je vais aller les voir, faire signer mes patentes, ils sont là. Puis même plus que ça, là, ils nous amènent des goodies, ils vont nous amener des objets exclusifs, toute la patente qu'ils vont donner aux joueurs qui jouent à leur table. Puis on se gâte. Puis je sais que Travis, il est un peu sur le party, là, fait que jeudi soir, on s'est organisé au vestiaire, on a loué la place, puis on a un 5 à 7 avec lui, Q&A, poser des questions, prendre de la bière, avoir du fun. Puis ça a l'air que Matt, un de nos gars là, qui gère la ligue à Montréal, il a réservé son appart pour passer la nuit à jouer à D&D. Puis ça va être beau. Ça va rocker dans le D&D, mon chum. Alright, party! OK, c'est très hot. Mais là, en fin de semaine, on va jouer du standard, on va jouer du moderne, du legacy. Toute la patente. Toute les patente. formats, même du old school. Ah ouais, qui va se terminer dans des bars. Ça, c'est juste les cartes 93-94. C'est la folie. On fait même un tournoi en équipe legacy old school. Fait que si vous voulez voir des Black Lotus... Ouais, il va-tu en avoir? Oui, on peut-tu regarder le monde jouer? Bien sûr, il va y avoir des Black Lotus sur place, des Mox, toute la patente. Si vous voulez voir les 20 gars qui en ont des cartes de même en ville, là, ben ils vont être là en train de jouer les uns avec les autres le samedi matin, puis après ça, ils s'en vont dans un bar samedi soir, toute la soirée, jouer avec leur Black Lotus pour avoir du gros fun. À côté de la bière. La Ligue Old School, c'est ça, c'est Beer and Magic, c'est des gros cartons 93-94 seulement, des cartes qui valent une fortune. Ben ouais, c'est ça. Dans un bar. Oh my God. Je joue avec une carte à 20 000 à côté d'une pinte. Je me souviens plus si on l'a mentionné, mais le festival va avoir lieu au Palais des Congrès, c'est ça? Palais des Congrès, exact. C'est vendredi toute la journée, on parle pas juste de vendredi. Vendredi, ça ouvre à 2h, c'est jusqu'à minuit, puis il y a même du Donjon Dragon qui va jusqu'à 2h du matin. Samedi, dimanche, samedi 9 à minuit, puis dimanche 9 à 6-7, je pense que tout devrait être terminé. Y a-tu bien des familles qui vont là, mettons? C'est-tu... moi, je suis curieux de savoir si les jeunes, à quel point ils sont sur Magic ou pas. Parce que c'est quand même un jeu de notre génération dans le sens où... ouais, c'est exact. Mais Arena sur Modern, j'imagine. Exact. Ben, c'est ça que tu dis, tu pointes bien la chose. Là. C'est un jeu où le monde qui ont commencé à... Là, 20 ans ou maintenant, aujourd'hui... 40. 20, 30, 40, 50. Fait que le corps du jeu, corps des joueurs qui ont joué depuis longtemps et qui sont vraiment investis dans ce jeu-là, c'est du monde de ma génération, là, du 20-50, admettons. Là. Mais la relève, il y avait peur un peu Wizard, puis se demandait comment le faire, mais justement, MTG Arena, c'est une belle porte d'entrée. En plus, MTG Arena, tu peux acquérir les cartes avec leur système de goal et tout ça, sans investir dessous, permet d'essayer les cartes, puis de les tester, puis de voir comment t'aimes ça, de voir comment interagir avec. Puis après ça devient une porte d'entrée qui sécurise la personne, qui fait qu'après ça, en magasin, c'est facile. Mais moi, je trouve que juste The Arena, c'est plus friendly user que le jeu cartes. On se fait plus chier avec les counters, tout est calculé automatique. Je veux dire, on n'est pas là avec nos dés à descendre nos vies, tu sais. Non, puis il y a une espèce de liberté de... Des fois, quand tu commences à jouer à Magic, tu as tellement d'options disponibles. Des fois, tu as des options qui sont pas disponibles, mais tu t'en rends pas compte parce qu'il y a trop de nuances au jeu. Là, au moins, Arena, tu le vois, il y a une... Ils streamline là, ouais, ils streamline ça assez bien pour que ce soit simple à jouer. Exact. Ils te font jouer toutes les couleurs en partant. Il n'y aura pas du Arena sur place au FMM? Non, il n'y en aura pas. Okay. Il n'y a rien d'électronique pour l'instant. Là, tout est live. Ce qui est cool avec Arena, c'est que tu peux jouer à Magic en bobettes. Ben oui, tu peux jouer à Magic où tu veux. Tu peux pas faire en boutique. Non, c'est ça. Tu peux, mais tu te fais vite arrêter. Ouais, c'est ça. C'est pas conseillé. Tu peux jouer à Magic à la job, en fait. Ouais, c'est ça. Exact. On évoque les démons. Puis, Guillaume, parle-moi un peu de la boutique, en fait. Moi, c'est ce que je... En boutique, c'est sûr que t'as pas juste du Magic. Tu vas avoir... Non, pas juste du Magic, mais ça représente un bon 60-70% de la clientèle. Juste qu'on précise, la boutique, on parle bien de l'expédition qui est sur Saint-Hubert entre Beaubien et Saint-Zotique. C'est ça? Non? Ouais, c'est ça. Beaubien-Saint-Zotique, c'est ça? Au-dessus, c'est pas ça? Beaubien-Saint-Zotique. Beaubien, c'était fort. Beaubien-Saint-Zotique. Juste au-dessus du McDo, en fait. Ouais, c'est ça. Le McDo, le Théâtre Plaza. Sur la Plaza Saint-Hubert. Exact. À côté du métro, en fait, là. Côté du métro. Ouais, il n'y a pas du métro, là. C'est la raison pour laquelle on est là. C'est parfait. Le quartier est justement dans le range d'âge de gens qui jouent à Magic, là, des jeunes familles, là, du monde. Des familles étudiants, 20 à 50 ans. Pile où est-ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, t'es dans le spot. Ouais. Puis, mettons, t'as un système d'échange, justement, de cartes, j'imagine, en boutique. Tu donnes du crédit si... Exact. Il y a un principe de trade, là, puis dans le fond, la valeur des cartes, qu'on les vend ou qu'on les rachète, c'est déterminé par le marché. Donc, maintenant que tout est sur Internet, toutes les cartes ont une valeur de vente puis une valeur de rachat.
Puis les cartes ont une valeur d'échange, donc qui est plus haute que la valeur. Ouais, puis il y a du listing, je pense qu'on peut surveiller la valeur de la carte, justement. Maintenant, là, c'est fou sur Internet ce que tu peux trouver. Il y a des sites qui sont comme des sites de bourse, si tu veux, où ça traque à chaque jour la valeur des cartes qui se vendent en ligne pour la fluctuation et ainsi de suite. Fait que, il y a un vrai commerce de cartes, mettons. Là, c'est immense. En fait, avec tout l'investissement qui s'est fait dans les 25 dernières années de gens qui ont acheté des cartes, avec la valeur des cartes qui ont décuplé à des volumes complètement fous, font que il y a tellement de transactions, puis il y a des investisseurs là-dedans. Si tu avais investi, je pense même à radio en allant travailler, là, je pense 2-3 semaines, tu avais Pierre-Yves McSween qui était comme ouais, je vous fais des conseils pour quoi faire dans la vie, puis je vais voir si je l'ai bien écouté, il y avait comme VEI, valeur, économie, investissement. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il fallait que tu trouves une valeur, fait que tu aies une job, que tu fasses quelque chose que les autres sont pas capables de faire, whatever. L'économie qui te sauve de l'argent, patente, puis l'investissement, puis là, quand on parlait d'investir, t'es comme, tu peux te prendre des réals, tu peux t'acheter une maison ou des cartes Magic, comme tu veux. L'important, c'est que tu investisses. C'est que ça prend de la valeur. Mais ouais, ces cartes-là ont pris de la valeur. Ceux qui ont fait ça il y a longtemps, ils s'en frottent les mains aujourd'hui. Fait que là, les gens aujourd'hui cherchent à trouver justement les cartes qui vont prendre de la valeur avec le temps, cherchent à racheter des lots pour s'investir. Puis la fluctuation du prix des cartes, c'est déterminé par... l'offre la demande. Personne ne peut gérer ça autre que l'offre la demande. OK, c'est ça. Toi-même, en étant propriétaire de boutique, tu sais même pas quelle carte va monter nécessairement. Moi étant un joueur, doute? j'ai une bonne expérience autant en tant que commerçant qu'en tant que joueur qui joue depuis 25 ans. Je suis capable d'identifier ce qui risque de valoir plus ou moins à un moment X. Mais ce que je peux évaluer aussi, c'est qu'il y a un marché global, mais aussi un marché local. Je sais ce que mes clients consomment en général. Moi, j'ai des gros consommateurs de Commander, là, qui est un format comme on l'a parlé tous les âges, qui est très tantôt, casual, là, qui est très 4 boys qui se rencontrent un soir et des girls qui le font aussi, puis qui très beau format d'entrée, en fait, je trouve. Pour ce qui est génial, c'est que c'est un format qui est multijoueur. C'est ce qui est Magic et pas vraiment habituellement, c'est du 1v1 optimisation. Dès qu'il y a un qui est plus fort que l'autre, ça marche pas très bien. Mais dès qu'on tombe dans un mode multijoueur où l'enjeu c'est pas tant de gagner que d'avoir du fun pendant toute une soirée, là ça devient un format vraiment intéressant qui a été développé par des joueurs. Donc c'est pas Wizard qui a développé ce format-là. Pour vrai? Ouais, exact. EDH qui est Elder Dragon Islander. Donc, Islander, ça voulait dire qu'il y avait juste une fois chaque carte. Elder Dragon, ça veut dire que tu avais un commandant que tu pouvais toujours avoir dans ta main. Qui était à la base les Elder Dragon, j'imagine. Les cartes légendaires, il y avait plein d'Elder Dragon, là, les Bolas et compagnie, qui était ça. Mais c'est un jeu qui a été fait par des joueurs qui est devenu tellement populaire que Wizard a embarqué dans le pas, je pense, en 2013 là, avec les Commander. Puis, ils en ont fait un genre de format officiel. Mais comme Wizard fait des tournois, pas des événements casual vraiment, ils organisent pas ça. Ça reste un format qui appartient encore aux joueurs. Donc, exemple, la ban list de Commander, c'est pas Wizards of the Coast qui la contrôle. Donc, c'est, pour vrai? Ouais, exact. C'est donc, tu peux aller voir sur, je pense, c'est commander.net ou EDH. En tout cas, tu peux aller, si tu vas chercher la ban list de Commander, c'est sur un site autonome des années 90. On mettra le lien, en fait. Oui, en fait, on va. Ils ont accès à la ban list, puis c'est eux, là, récemment, qui ont décidé de bannir le Protein Hulk. Puis là, oh mon Dieu, ça fait la carte. Faites foi. Oui, je sais, je l'ai intégré, moi, à Muldrota, puis c'est une violence. C'est Fait que c'est eux qui contrôlent ce qui banne, ce qui débanne. Fait que eux, quand ils sont tannés de faire. C'est pour ça que la banlist est un peu particulière à Commander. Elle tient plus en compte la disponibilité des cartes. Donc, des cartes qui sont tellement fortes dans le jeu, mais que personne ne peut se procurer. Mais je vais prendre par exemple une Mishra Workshop, que ça doit valoir 1500$ facile, la carte. Mais ça fait que c'est un terrain qui donne 3 mana pour jouer un artefact. OK. Et c'est juste complètement fou. Fait que tour 1, tu joues ça, tu payes 3 mana, tu joues un autre artefact qui coûte 2-3. C'est débile comme carte. Mais comme personne peut s'en payer, c'est pas banni. Parce que ça pollue pas les tables de cuisine de personne. Non, c'est ça. Il bannit des cartes accessibles, mais qui à l'inverse, un genre de... Je vais prendre Prophet of Crufix qui a été banni il y a quelques années, qui était sorti dans Terras, il y a peut-être 4-5 ans, qui est un 2-3, je pense, pour 5, qui te permet de détaper toutes tes... là, je l'ai pas devant moi, mais je pense que c'est tous tes terrains, puis possiblement toutes tes créatures à chacun des tours, et en plus de jouer tes créatures en flash. Comme c'est une carte à 5-10$, là, tout le monde jouait ça, puis le monde était tanné de voir ça. Fait que, puis il y a des cartes qui sont formatées Commander seulement, en fait. On dérape sur Commander, mais... Commander seulement, mettons, non. Le Sol Ring n'est pas Commander seulement? Non, il est passé dans d'autres formats, mais il faut falloir que tu es dans les vieux formats là, comme Vintage là, ou
old school. C'est un format que tu peux pas te fermer. Non, ça je sais. On a compris avec Oli que le vintage n'était pas disponible. Mais old school, c'est ça qui est particulier. Old school, c'est 93-94 seulement. Fait que tu joues, oui, des Black Lotus, mais tu joues dessus à coup de Serra Angel. Fait que l'exemple, il y avait un tournoi qui était organisé. Ça, c'est vraiment juste la communauté entre elles qui s'organise ça. Le gars qui a gagné le dernier gros tournoi Old School à Montréal, il a joué Mono Rouge Gobelin Powerless. Fait qu'il n'y avait pas de Mox, pas de Black Lotus dans son deck. Son deck devait valoir 120$. Puis il a torché du monde qui. Ouais, mais il devait gagner en 5 tours. Non, Old School, c'est pas si rapide parce que justement, Old School, la qualité des créatures est vraiment mauvaise. Ouais, j'avoue que à l'époque. Chez autre chose, là, tu peux jouer des combos qui gagnent au tour 1, il y a beaucoup d'attrition et ainsi de suite. C'est un format qui est peu joué, mais qui est complexe parce que les gens n'ont pas nécessairement les cartes. Fait qu'ils vont plus jouer online sur X-Mage ou Cocatrice, là, des trucs qui te permettent de jouer sans que tu aies les cartes. Mais en vrai, le old school est quelque chose d'abordable qui a été fait justement par des vieux de la vieille, des hipsters là, qui avaient envie de jouer leur carton en buvant de la bière puis d'avoir du fun. Fait que c'est ça. Le but c'est de faire Land, Black Lotus, sacrifier le Black Lotus, Juggernaut, go. C'est fini. Ouais, c'est ça. Fait que là tu vas te le désenchant puis c'est réglé puis c'est Counter Spells, ben fair comme c'est fair comme format, c'est drôle, c'est bien le fun. J'en reviendrai sur la boutique. Moi, en fait, t'évaluerais ta clientèle à combien de monde? Combien de gens viennent jouer à Magic? Dans une année, il doit y avoir à peu près 1000-1500 personnes différentes qui viennent jouer à Magic. OK. Et ces 1000 personnes-là, 1500, disons, là, ça fait partie de la communauté. Vous connaissez les 1000 personnes. Ouais, je peux probablement nommer le prénom de chacune de ces personnes-là. Presque, de face. Ouais, ça va être long, mais on peut y aller. Mais je dirais que ça doit représenter à peu près 25%, 10 à 25% des gens qui viennent en boutique. Parce que majoritairement, les gens vont jouer à la maison. Ouais. Plutôt qu'en compétition ou en boutique, ça devient intimidant ou ça devient... Ouais, il y a quand même de quoi d'intimidant. Moi, j'ai pas... tu sais, j'ai commencé, j'étais à 2 pre-release chez vous, en fait. C'est le dernier Allegiance, j'étais allé seul pour la première fois. Oh shit! Il y a quand c'est même... comme un coming out, parce que quasiment, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était la première fois que j'y allais, mais j'ai eu la chance d'avoir un ooze dans le paquet. Fait que ça a aidé ma soirée un peu. Mais non, en fait... si t'avais à dire des choses pour rassurer le monde qui sont jamais allés puis qui ont le goût de l'essayer mais qui se demandent comment si je suis pas un joueur de magasin, comment je peux m'intégrer dans un magasin sans me sentir imposteur ou avoir l'impression de genre je connais pas assez ça versus les joueurs qui jouent beaucoup, tu sais. Ben le premier point qui amène à vouloir jouer dans un magasin, je pense que c'est important, c'est de vouloir rencontrer du monde. Le but premier, c'est que vous allez vous retrouver là. Voir plus de la communauté que nécessairement je vais jouer tout seul puis il faut que je gagne, c'est ça. Non, c'est pas ça l'enjeu pantoute. L'enjeu pantoute, c'est de s'asseoir puis de voir du monde puis de découvrir des affaires puis de rencontrer des gens puis c'est là l'enjeu. Je pense que c'est là que pourquoi tu vas aller passer ton mercredi soir dans une boutique à jouer à Magic. Oui, le jeu il est passionnant, il est trippant, il t'allume puis t'as envie d'avoir du monde avec qui jouer. Mais autre que ça, si t'as pas de fun avec les gens que tu rencontres, c'est pas le jeu qui va faire la différence. L'important, c'est avec qui tu joues plus qu'à quoi tu joues. Puis là, si t'es capable de mixer les deux, un bon jeu avec du bon monde, mais là, c'est trippant. Je pense que ce qui fait la force d'expédition, c'est ça, c'est une belle gang. C'est une gang de monde bien fun, bien ouvert. Il y en a un peu pour tous les goûts aussi. Du monde un peu plus intense, du monde bien relax, bien le fun. Du monde qui joue depuis longtemps, des nouveaux joueurs qui trippent. Le but, c'est ça. C'est de trouver une gang qui te ressemble, avec qui tu as du fun, puis qui te fait découvrir ce jeu-là qui est passionnant. Puis, parce qu'au bout de la ligne, tu joues une game de Magic, mais t'es assis 30 minutes avec un gars, 1v1. Ben ouais, c'est ça. Avec, à te regarder les yeux dans les yeux. Mais c'est comme il y a tellement pas d'enjeu dans un tournoi hebdomadaire, là, tu viens, tu payes ton 5$, t'as ton paquet de cartes, là, on joue pour peut-être 10$ de crédit si je gagne tout. C'est pas, pas. Le but, c'est pas de compétitionner en fou. Ben, autant c'est stimulant d'essayer de gagner la partie, puis le jeu il est super complexe et riche, mais autant pourquoi tu vas revenir à chaque semaine, je pense parce que la place est le fun, l'ambiance est cool, le monde que tu rencontres là c'est le cool, puis... Avez-vous des soirs de draft? Là, on parle du pre-release. Yeah, bien sûr. C'est pre-release qui fonctionne comme un seal en fait. Ouais, exact. Seal qui est t'as tes propres paquets puis tu gères tes propres cartes. Tu déballes tout ça puis tu te fais un deck puis tu joues avec. C'est vraiment la chose la plus casual à faire, dans le sens où t'as pas besoin de cartes, t'arrives, tu prends ça, tu déballes, t'as pas de décision à prendre, tu vas garder toutes les cartes que tu déballes, tu t'en feras pas voler, tu pourras pas... tu sais, dans un draft, tu vas déballer un paquet, tu vas choisir une carte, puis tu vas passer le reste du paquet. Puis là, exact. La carte, tu ne reverras pas. C'est ça, exact. Faut que tu connaisses un peu tes mécaniques. Il faut moins que tu saches ce qu'il y a de la valeur, là, mais c'est vraiment toléré maintenant là, que hey les gars, y a-tu de quoi qui vaut quelque chose là-dedans pour passer une carte à 20$? Ouais, c'est ça, en plus. Parce qu'il y a des histoires d'horreur comme ça qui arrivent, là, mais c'est quand même drôle.
T'en as-tu une, mettons? Le plus drôle que j'ai vu, c'était à l'époque de Fate Reforge. Dans Fate Reforge, il y a des... c'est un set où il n'y a pas tant de cartes de valeur dedans, puis il y a une slot qui est qui était tout le temps une... j'allais dire une gate, c'est pas comme dans Allegiance, si tu veux, c'est pas des gates, mais c'était des lands de couleur qui arrivaient en jeu tapé, puis qui donnaient une vie. Ce qu'il y avait de particulier, c'est que dans Cans of Tarkir, ils ont sorti des fetch lands, des lands qui sont mythiques dans leur utilisation, qui permettent de sacrifier pour aller chercher 2 types différents dans ton land. Genre un... Terramorphic Expand, genre. Ouais, mais ça arrive en jeu tapé. Fait que c'est mauvais. Fait que si tu prends un Polluted Delta... lui, il rentre pas tapé, puis tu peux le faire direct. Lui, il arrive pas en taper, tu payes une vie, va chercher une swamp ou une aile, mets ça en jeu, détapé. OK. Fait que c'est les meilleurs lands de Magic. OK, ouais, c'est écœurant. Tu vas... ce que tu as besoin. Parce que comme tu peux aller chercher les terrains doubles qui ont les 2 types, avec un fetch land de 2 couleurs, tu peux aller chercher les 5 couleurs. Ce qui fait que c'est joué dans tous les formats, ainsi de suite, tout ça. Fait que là, ce qui était déballé, ce qui était particulier en fait Reforge, c'est que cette slot-là de la commune land qui arrive en jeu tapé qui donne une vie de 2 couleurs, tu pouvais aussi exceptionnellement avoir une fetch land dans cette slot-là. Fait que puis comme les artworks se ressemblaient, je pense que c'était le noir-rouge qui était dans le paquet, ben là, le gars, il a passé ça. Oh mon Dieu, fait que là, le deuxième a eu la carte, il a fait, ben voyons donc. Joyeux Noël, merci, bonsoir. Ben ouais, c'est ça. Puis, on parlait d'une valeur de combien, mettons? C'était 30-40 piastres. Oh my God, OK. Mais on parle de valeur d'une carte 30-40 piastres, disons, mais t'en veux 4 dans ton deck, là, tu sais. C'est là que ça va vite, tu sais. Ouais, c'est ça. La carte que... Tu serais capable de dire la carte la plus chère que vous avez vendue? La carte la plus chère que j'ai vendue en argent, c'est un Tabernacle at the Pendrell Vale. À se détailler en combien? À ce moment-là, elle se détaillait à 1200 $, je pense. Il en a acheté 4, j'imagine. C'est genre 3-4 000 piastres la carte. Là. OK, fait qu'il a à peine 3 ans. Il a fait un bon investissement, là. Avant de conclure, je pense que, écoute, ils ont annoncé récemment la prochaine expansion qui comporte 36 Planewalkers. J'aimerais quand même savoir ton avis sur ce qui s'en vient. Ça, c'est la grosse folie, là, la spéculation. Ben oui, on va se prendre un petit 3-4 minutes pour en jaser quand même, tant qu'à t'avoir. Fait que c'est quelque chose de malade qu'ils ont inventé, là, qui ont créé à partir de Lorwyn, là, la personnification de Magic. Je pense que ça a vraiment aidé leur brand. L'engouement, leur brand. Dans le lore, tu veux dire? Ben, et dans le lore et dans l'identification. C'est que dans le fond, avant, il y avait des tribales cartes, là, fait que des merfolk, des elfes, des patentes. Il y avait quand même quelques créatures légendaires, mais le Planeswalker, c'est comme un joueur qui se rajoute à la table. C'est exactement ça, en fait. Ils ont impersonnifié Jace, par exemple, qui représente le joueur de Magic. T'sais. Jace, là, c'est le client. C'est le personnage neutre dans l'histoire de Magic qui représente le consommateur. Ouais. Ben là, que tous les personnages qu'ils ont créés dans leur histoire, qui sont comme des joueurs qui nous accompagnent dans notre aventure dans l'univers de Magic, qui se retrouvent là tous dans la même série, ça va être la folie. C'est ça, ils sont tous là dans le... Ben, j'ai pas fait le calcul, mais à 36, là, à moins qu'il y en ait bien gros des nouveaux, va falloir que ça ressemble pas mal au nombre de Planeswalkers différents qui existent. Mais j'imagine que tu t'attends à des Planewalkers qui seront pas ça sera pas super OP toute la gang, là. Tu sais, si une partie 1 contre 1 de Magic se fait à 8 joueurs, parce qu'on a chacun 3 Planeswalkers de notre bord, puis là, ça finit plus les interactions. Moi, je m'attends à ce que, oui, ce sera des Planeswalkers, mais ils auront tous des mécaniques très particulières qui nous ont pas été dévoilées encore, qui vont rendre ça intéressant. Ils auront assurément des raretés différentes, à moins que ce soit juste des rares puis des mythiques rares, mais je serais pas surpris que, comme dans Dominaria, on a des zones communes légendaires, qu'on a des zones communes Planeswalkers. Je me surprenne pas qu'il y ait là. Puis ça pourrait être comme dans Origins, des créatures qui se transforment ou des artefacts qui se transforment. Ah ouais, c'est ça. Puis j'imagine qu'il va y avoir du removal aussi. Hein. Du removal à Planeswalker, il y en aura, c'est sûr. En tout cas, ça va être... ils gênent pas Wizards of the Coast là, pour designer des nouveaux trucs. Puis c'est ce qui fait leur force, leur innovation dans leur jeu à chaque année, qui rend ça palpitant et excitant. C'est une bonne année quand même, Magic. Ça m'a semblé être une bonne année pour rentrer dans le... Ton intuition est bonne parce que je te dirais que dans les 2-3 dernières années, Wizards of the Coast a pressé pas mal sur le citron. Il fait sortir pas mal de jus du légume depuis quelques années. L'histoire moins le fun derrière ça, c'est que Hasbro a acheté Wizards of the Coast il y a quelques années, puis là, on s'attend à ce qu'ils essaient de la vendre. Fait que ça fait... il y a les multiplications des sorties de séries, puis de développement, puis de produits à vendre. Là, dans les 3 dernières années d'expédition, là, on a vu ça se décupler
puis aller à vitesse grand V. C'est ça. Dans le but de mousser les ventes, faire exploser les chiffres, puis possiblement de vendre Wizards of the Coast à un autre acheteur. D'ailleurs, tu trouves-tu que le jeu, en fait, est à l'écoute de la clientèle ou est plus comme nous, on développe notre patente, vous aimez, vous aimez pas, tu sais? Non, ils se sont donné toujours une grande liberté, fait que ça, c'est nice. Je pense que de pas écouter à la communauté, je pense que c'est quelque chose de bon. C'est permis d'innover sans faire peur aux autres. Particulièrement dans les dernières années, là, ça a été la folie, comme je disais. Ils ont été quand même à l'écoute pour ce qui est des ban lists. Il y a des joueurs qui sont tannés de voir. Récemment, ils ont banni Nexus of Fate sur MTG Arena en 1v1 parce que ça créait des problèmes. Fait qu'ils sont à l'écoute. Là où c'est particulier, c'est que pendant 20 ans, Wizard a réussi à créer une rareté puis une richesse en étant une compagnie très conservatrice en termes de on imprime tant de séries par année, toujours comme ça. Ils ont accepté de faire des séries pas bonnes. Ils ont accepté de faire des séries où il n'y avait pas vraiment de bonnes cartes, pas de cartes qui allaient valoir cher, juste pour rester dans le thématique puis dans le truc. Ouais. Puis là, je te dirais que justement, dans les 3 dernières années, là, ils ont fait beaucoup de master sets, ils ont trouvé le moyen de réimprimer des très vieilles cartes qui valaient cher, de les vendre à un prix très cher. Là, justement, ils viennent d'annoncer qu'il n'y a plus de MSRP sur leurs produits. Ils vont vendre de plus en plus cher. MSRP, t'entends quoi par ça? Un suggested retail price. Donc, avant, il y avait un suggested retail. Il suggérait de vendre les boosters à $4 US. Donc, toi, tu pouvais deviner combien que le distributeur le payait, puis deviner combien eux le vendaient, et ainsi de suite. Là, maintenant, ils viennent d'annoncer la fin de ça et on s'attend à ce qu'ils aillent sur Amazon vendre eux-mêmes leurs produits. Fait que ça, c'est comme la mauvaise nouvelle de la semaine. Là, les boutiques sont en train de crier haut et fort sur les plateformes de Wizards of the Coast, genre laissez-nous pas tomber, au secours. Ben oui, parce qu'ils ont quand même besoin de la présence physique des magasins, je veux dire. On espère que sans magasin, il y a sans magasin, pas de lieu commun pour jouer, en fait. On espère que Wizard va voir ça, va garder l'importance de ça. Et on voit qu'Hasbro essaie de faire pousser les chiffres aussi des deux côtés. Ce que Wizard nous dit, c'est qu'ils vont essayer de faire... C'est une business. Business is business. Fait que eux, leur but, c'est de... J'imagine, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont essayer de faire un sans dénigrer l'autre. Donc, ils vont faire autant le MTG Arena va marcher que le MTG en carte, autant en boutique que sur Internet via Amazon. C'est ça leur but de garder ça. Plus de points de vente possible. All right, ben à suivre, Guillaume. Un gros merci pour la demi-heure que tu viens de nous donner. Écoute, ça a été super. On essaiera de se rejaser, en fait. De toute manière, on se voit en fin de semaine. On va se voir en fin de semaine au FMM. Donc, on vous invite à aller faire un tour au centre des congrès, d'autant plus que c'est gratuit. Allez-y en famille, allez voir de quoi ça a l'air. Voir les gens jouer, vous initier si vous avez jamais joué et vous frotter à des bons joueurs. Si à jamais, GGR, en fait. À la table de l'initiation. Moi, puis on va sûrement être là d'ailleurs, aller faire un tour. Les boys, je vous défierai là. Oui, on va. Coup de welcome deck. Vous autres, je vous mettrai un bounty, 3 paquets si vous gagnez. Oh shit, ok. On va être là. On rappelle les dates, le 22 à partir de 14h jusqu'au dimanche, pas la nuit bien sûr, mais jusqu'au dimanche après-midi. 17h. Le 24 mars, Festival Magic de Montréal, Dungeon Dragon également. Et passez aussi voir Guillaume en boutique. Oui, allez à l'expédition. Yes. Les gars sont bien smart. Moi, en tout cas, ils m'ont mis à l'aise tout de suite quand j'étais un néophyte. Alors, n'ayez pas peur, ils vont vous péter en boutique. Oui, on se pète en boutique. Ben voilà. Un gros merci, ça t'est plaisir. Mon plaisir. Et voilà, c'est ce qui conclut notre premier épisode pour aujourd'hui, Antoine. Gros show chargé, mon Joe. Gros show chargé. Écoute, on n'a pas eu assez d'une heure. Écoute, on aurait tellement pu parler longtemps avec Guillaume et Oli. On se rend compte à quel point Magic est un sujet vaste. Mais manifestez-vous si vous voulez qu'on y revienne, soit dans un épisode subséquent ou peut-être se faire des entrevues à côté pour parler de l'évolution du format. Il y a des extensions qui s'en viennent. Ça va nous faire plaisir de se réunir autour de la table et d'en discuter. Peut-être même les réunir les deux ensemble. Écoute, c'était pas planifié à la base, mais je pense que les deux qui s'ostinent ces nouvelles cartes, ça pourrait être intéressant peut-être. D'ailleurs, on va clairement faire un épisode spécial pour la série sur les Planewalkers. Oui, qui s'en vient dans le courant du mois d'avril, donc qui va sortir en simultané sur... peut-être pas en simultané, je pense que ça sort avant sur Arena peut-être, mais à suivre en fait, on va essayer de vous couvrir ça dans les mois. Si vous êtes intéressé, oui, restez à l'écoute, c'est sûr qu'on va rester actif à ce niveau-là. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend? En fait, dans 2 semaines, on vous donne rendez-vous avec Martin Gauthier, propriétaire de l'Auberge Dragon Rouge, qui va nous parler de la place du médiéval à Montréal et dans son restaurant, bien sûr. D'ailleurs, restaurant dont je fais partie, je dois le dire, où je m'y appelle Basile Grimaud.
facile. Ouais, alors voilà ma deuxième identité depuis maintenant 4 ans. Et on aura aussi avec nous François Tousignan sur cet épisode-là, qui est un humoriste, la relève. Excellent en passant, un passionné de bicoline qui va venir nous jaser un peu du médiéval fantastique. Lui, il nous fait une espèce de combiné humour et médiéval, c'est ça que je comprends. Ben pourquoi pas, c'est le meilleur des mondes, non? Ben c'est le meilleur des mondes, certains diront. Hein? Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous invite à nous suivre sur nos pages respectives, Instagram et Facebook, pour connaître la suite des événements. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce premier épisode. À dans 2 semaines, tout le monde. Ciao, baby! Ciao.